Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette nouveauté pour nous de webinaire qui marche grâce à la technique et à toute la régie qui est derrière, Charles, Pilar et Julia, que je voudrais remercier. Et on a donc une table ronde qui va se découper en fait en deux moments. Le premier où il va y avoir des topos faits un petit peu autour du sujet, et puis avec quelques questions mais rapides. Et puis ensuite, il y aura une petite heure pour que les personnes qui sont derrière les écrans, enfin vous derrière vos écrans, vous puissiez les poser à votre guise. Donc je vais d'abord demander à chacun de se présenter au fur et à mesure dans l'ordre où ils vont intervenir. Romain. Eh bien, bonjour à tous, moi je m'appelle Romain Paliche, je suis infectiologue à la Pitié-Salpêtrière et je travaille par ailleurs au 190, au centre de santé sexuelle le 190, et je suis très heureux de vous retrouver pour parler des innovations thérapeutiques. Julie. Bonjour à tous, donc moi je suis pharmacien, d'une part à l'hôpital Sud Seine-et-Marne, et d'autre part je travaille avec plusieurs associations et je suis secrétaire du groupe médicaments pharmaciens de la SFP. Bonsoir à toutes et tous, moi c'est Cynthia Lacou, je travaille pour l'association AIDE au sein du secteur recherche communautaire, et donc je suis chargée de mission et là pour vous présenter un projet qu'on a fait dans cette association et je vous remercie de l'invitation. Marc. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Marc Frémondière, je suis infirmier au centre de santé sexuelle 190 et je suis très heureux donc de pouvoir vous parler un petit peu d'innovation thérapeutique et des soins infirmiers. Parfait, donc j'ai oublié de me présenter, mais bon, je pense que tout le monde me connaît, mais c'est pas très grave. Anne Simon, qui a rejoint Action Traitement, médecin. Et mon co-modérateur qui va se présenter également. Oui, et Yves Ferrarini, et au sein d'Action Traitement, je suis actuellement en conseil d'administration en tant que secrétaire. Voilà, le décor est posé. Donc maintenant, on va entendre un état des lieux fait par donc une intervention qu'a faite Jacques Rennes, professeur de médecine infectieuse à Montpellier, à la SFLS. Donc je le remercie de nous avoir permis de récupérer son topo, ainsi qu'à la SFLS qui a accepté qu'on le diffuse. Et donc il va nous faire l'état des lieux dans cette présentation qui est parfois un tout petit peu difficile, mais qu'on décryptera après. Voilà, à tout à l'heure. C'est une sélection des éléments importants de l'année passée en termes de communication ou de publication concernant la thérapeutique. Alors, je ne m'étendrai pas sur la partie PrEP, mais éventuellement, s'il y a une question, on peut le discuter. Et alors, voilà mes déclarations donc, de lien d'intérêt. Comme je le dis toujours, je travaille avec tout le monde. Et on va d'abord prendre un plan assez classique pour parler des initiations de traitement. Et actuellement, on est avec une situation d'efficacité avec des bi- et des trithérapies. Et vous voyez, j'ai marqué presque parfaite parce que c'est pas tout à fait parfait. Personne n'est parfait et donc on va un petit peu le discuter. Alors, sur les données de bithérapie, là aussi, on a des confirmations d'efficacité à long terme sur 3 ans avec les essais Gemini, qui, vous le savez, donc, évaluaient l'association la bithérapie dolutegravir 3-TC comparée à une trithérapie. Et donc, on a ces données qui confirment donc cette efficacité, y compris dans les différents sous-groupes, en fonction de la charge virale, des CD4, du sous-type, de l'âge et du sexe. Alors, je passe rapidement aux stratégies de maintenance, de changement de traitement en succès. Alors, un élément important qui a abouti à la possibilité d'avoir dans quelques semaines donc la commercialisation donc du cabotegravir et de la rilpivirine en injectable, avec une administration toutes les 8 semaines, basée justement sur l'essai Atlas 2M. Alors, on documente à travers cet essai l'efficacité donc en maintenance de cette bithérapie injectable. Vous voyez les chiffres de réponse virologique à 96 semaines, que ça soit tous les mois ou tous les 2 mois.
Alors évidemment, ce qui est important, est-ce que c'est solide en termes virologiques? Et là, vous avez exposé dans le haut de la diapositive les échecs virologiques confirmés et comment ils se décomposent selon qu'on était dans le bras avec une injection toutes les 8 semaines ou des injections toutes les 4 semaines. Et vous voyez que le pourcentage de ces échecs virologiques confirmés est faible, donc de 1,7% dans le bras 8 semaines et 0,4% dans le bras 4 semaines. Et on voit quand même que quand il y a échec, alors ça c'est lié au fait que c'est des essais et qu'évidemment il n'y a pas de problème d'observance. Donc dans certains cas, quand il y a échec, c'est qu'il y a un problème d'observance et souvent on ne retrouve pas de mutation de résistance. Et là effectivement, s'il y a échec, on retrouve des mutations de résistance à la fois en général pour la ribavirin et aussi pour l'inhibiteur d'intégrase, en l'occurrence le gabodégravir. Alors quand on regarde les effets indésirables, on voit que le nombre d'arrêts sur 2 ans, pratiquement, est faible et c'est similaire que ce soit en 8 semaines ou toutes les 4 semaines. Et par contre, ce qui est le plus important peut-être, c'est de voir les arrêts qui étaient liés aux injections. Et vous voyez que ces arrêts liés aux injections concernent un très petit nombre de patients, 1,3% dans l'option toutes les 8 semaines. Donc il y a très très peu d'arrêts liés à des effets indésirables suffisamment gênants pour empêcher donc la poursuite de cette thérapeutique. Alors on va parler maintenant des nouvelles cibles. Et donc dans les nouveaux antirétroviraux, il y a l'islatravir qui est un inhibiteur au niveau de la transcriptase inverse, mais qui est un petit peu différent des autres. Et donc il y a plusieurs études qui ont été réalisées ou qui sont en cours. Et l'étude de phase 2 donc qui comportait l'association d'islatravir à la doravirine, donc avec des effectifs qui n'étaient pas très importants, c'est tout le principe d'une phase 2 quand on recherche une dose, donc on est dans des phases relativement précoces, a quand même démontré donc l'efficacité de ce type d'association, en sachant quand même que les critères d'enregistrement et de FDA avaient imposé une phase initiale donc avec une trithérapie. Donc on n'est pas d'emblée avec une bithérapie, il faut quand même le dire. Alors l'islatravir est un produit qui est très intéressant en termes de demi-vie. Donc il va y avoir des formulations donc à la fois péros, par oral et aussi injectables, et des associations avec différents produits. Alors Merck dispose d'un inhibiteur non nucléosidique à longue demi-vie, donc qui est en cours d'évaluation en association avec l'islatravir. Vous savez qu'il y a eu un mariage annoncé donc entre Merck et Gilead pour faire un développement donc de l'islatravir et du lenacapavir dont on va parler maintenant, étant des produits potentiels soit par voie orale, soit par voie injectable, avec des administrations espacées. Parce qu'en fait, si on veut résumer un peu les choses, donc, c'est qu'on est vraiment dans la bascule actuellement du long terme, c'est-à-dire du long acting, c'est-à-dire de longue action, pour pouvoir l'administrer soit toutes les semaines, soit tous les mois, soit tous les 2 mois, soit plus. Alors, on en vient au lenacapavir, donc développé par Gilead, qui est une molécule donc magnifique entre guillemets, qui est assez compliquée parce que c'est un inhibiteur de capside. Et là, il faut revenir un petit peu sur du fondamental. Puisqu'on a des étapes initiales où il y a une décapsidation et une étape finale de resynthèse du virus qui comporte un assemblage de la capside. Et donc ce produit va agir à la fois sur des phases précoces du cycle du VIH, mais aussi sur des phases tardives. Alors c'est intéressant et un peu compliqué parce qu'on se rend compte, et il y a eu des publications encore récentes, qui montrent que l'étape de reverse transcription et l'étape donc de décapsidation sont des choses qui sont assez intriquées, avec une notion de transport nucléaire qui joue aussi. Et donc le lenacapavir agit à des très faibles concentrations sur ces étapes précoces et agit aussi sur la phase tardive, mais à des concentrations plus élevées. Donc vous voyez, alors c'est un produit qui non seulement agit à des concentrations très faibles, mais a une puissance donc intrinsèque qui est très forte.
Alors, avec ce type d'administration, on a donc deux types d'essais, chez les patients naïfs et chez les patients donc en échec. Alors, je commence par les patients naïfs parce que c'est plus logique dans la tête, mais c'est quand même les essais donc chez les patients en échec qui ont été démarrés en premier. Alors là, c'est un essai randomisé de phase 2, un peu complexe parce qu'il y a des associations diverses de partenaires, mais l'objectif, c'est quand même d'évaluer ce lenacapavir avec différentes associations. Et on voit que sur cette phase 2, les résultats que vous avez en bas à S28 donc, sont excellents en termes de puissance. Alors, il y a eu un patient qui a vu une émergence de résistance à S10, et donc on aura des informations complémentaires, mais c'est important d'en tenir compte. Autrement dit, tous les produits, plus ou moins, ont un risque potentiel de résistance, donc il faut rester attentif là-dessus. Alors, quand on regarde maintenant le lenacapavir chez les patients lourdement pré-traités avec multirésistance, on est dans les schémas habituels chez les patients en échec tardif. C'est donc d'abord une étape où on évalue une monothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on ajoute le produit à évaluer à l'association en cours, et puis une deuxième étape où, sur le long terme, on évalue le meilleur montage possible, en utilisant évidemment le nouveau produit. Alors, il y a des précautions aussi de cohortes randomisées et non randomisées pour que les personnes puissent avoir le traitement, mais n'est pas randomisé si, par ailleurs, il y a une instabilité initiale. Alors, voilà le montage un petit peu avec le lenacapavir. Et les résultats, d'abord sur la phase précoce, c'est-à-dire sur 2 semaines, montrent cette puissance intrinsèque de pratiquement 2 logs de réduction, avec donc une efficacité donc comparée au fait de ne pas ajouter le lenacapavir. Alors, quand on regarde les résultats à S26, à 26 semaines, on voit que les résultats virologiques sont chez les patients qui étaient des patients donc lourdement pré-traités et multirésistants. On voit les résultats et ces résultats dépendent aussi des produits qui vont être associés et qui restent pleinement actifs. Et là, vous avez donc dans la deuxième partie de la diapositive le fait que les patients qui ne vont recevoir en définitive comme produit pleinement actif que le nouveau lenacapavir ont des résultats moins bons qu'avec l'association. Donc on reste quand même sur la nécessité d'une association. Quand on regarde l'évolution des CD4 chez les patients qui avaient souvent des niveaux de CD4 bas, on voit qu'il y a un bénéfice donc sur 26 semaines qui est de 81 CD4, ce qui est loin d'être négligeable. Alors, quand on regarde les résistances, effectivement, il peut y avoir des mutations de résistance. Donc là, nos collègues virologues peuvent s'en donner à cœur joie, parce que effectivement, ça va être un enjeu de comprendre et d'évaluer réellement l'importance éventuelle de ces résistances. Alors, il faut se dire que là, on est vraiment dans les situations les plus difficiles. Alors, dans les autres produits, il y a des produits qui vont être des produits vraisemblablement donc très ciblés sur les patients multirésistants et qui vont être des traitements complémentaires très utiles. Je veux parler du fostinzavir et d'autre part de l'ibalizumab, sur lequel je ne m'étendrai pas parce qu'il y a eu déjà beaucoup de données. Et donc là, vous avez l'essai Bright, donc avec les résultats à 96 semaines. Vous voyez, toujours avec ce montage un peu particulier, d'abord d'une phase de monothérapie fonctionnelle et puis du montage le plus performant possible. Et là, si on veut extraire un petit peu les données intéressantes, premièrement, on a dans les données intéressantes la notion de l'efficacité virologique qui est pas négligeable chez ces patients donc qui étaient très évolués et avaient beaucoup de résistance. Et si on l'obtient, on voit que ça tient, donc au cours du temps sur les 96 semaines. Quand on regarde aussi le gain moyen en CD4, il est loin d'être négligeable parce que quel que soit le niveau de CD4 de départ, on arrive à gagner en moyenne 200 CD4 au bout de 96 semaines. Et vous voyez que cette progression est lente. Donc ça, c'est une question aussi d'être un petit peu patient une fois qu'on a le contrôle virologique. Mais on a de grosses variations selon les personnes.
Et puis, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de savoir si, dans le montage, quelle est la nécessité. Alors là, il y a une publication un petit peu complexe parce qu'il y a beaucoup de critères, donc de scores. Et si on prend un score un peu particulier OSS News, hein, c'est en regardant les produits qui restent vraiment nouveaux, ben à ce moment-là, il y a un effet effectivement de l'association avec des produits actifs, ce qui est logique, pour obtenir les meilleurs résultats. Donc la leçon de l'histoire, c'est qu'il va falloir vraisemblablement trouver un ou deux partenaires au Stensavir pour avoir le bon contrôle de ces patients donc ayant des virus multirésistants. Et ma dernière diapo, ça ne sera pas des résultats, mais donc une revue synthèse publiée récemment dans le journal of Antimicrobial Chemotherapy de nos collègues espagnols, hein, qui sont dynamiques les Espagnols, et qui donc ont réfléchi. Ils se sont regroupés, réfléchis, et ils ont sorti un peu un nouveau concept qui, à mon avis, est intéressant, parce qu'il faut aller au-delà des critères habituels de la FDA, des exigences d'efficacité. Il faut intégrer dans le succès thérapeutique un certain nombre d'éléments. Alors évidemment, il faut intégrer l'efficacité. Donc ça, c'est évidemment le premier élément essentiel. Vous voyez que dans les autres éléments, il y a la simplicité. Donc essayer de rechercher cette simplicité qui favorise en particulier l'observance. Vous voyez en haut aussi qu'il y a l'initiation rapide, à la fois à titre personnel pour la personne vivant avec le VIH nouvellement infectée, mais aussi à titre épidémiologique. Et il faut prioriser les régimes thérapeutiques qui ne demandent pas immédiatement les résultats si on veut démarrer tout de suite. Donc ça fait partie des critères. Et puis vous avez la sécurité au sens large et la tolérance, alors qui intègre non seulement les toxicités potentielles, mais aussi les interactions médicamenteuses. Et enfin, et non des moindres, le critère de la qualité de vie, avec donc la nécessité d'évaluer cette qualité de vie avec l'expression des personnes dans les protocoles pour voir comment ils perçoivent donc le traitement, et puis après aussi avoir donc des montages qui permettent de réduire la stigmatisation, en particulier sur la non-nécessité de prendre des comprimés, et avec les produits actuellement qui vont pouvoir être administrés vraisemblablement par voie orale toutes les semaines, une fois par semaine, un comprimé, ou des administrations tous les 2 mois ou tous les 6 mois, on est dans des nouveaux schémas thérapeutiques. Je vous remercie.